Bonsoir et merci d'être là après la séance de la projection de Fermez les yeux. Comme prévu, nous avons l'énorme plaisir d'avoir ici à Nantes Victor Erice et Alain Bergala pour ces masterclass, dialogues, rencontres, je ne sais pas. En tout cas, un véritable privilège. Alain Bergala est critique de cinéma, essayiste, scénariste et réalisateur, collaborateur de Cahiers du cinéma et spécialiste de l'œuvre de Jean-Luc Godard, Buñuel, Rossellini, etc. Il enseigne à l'Université Paris 3 et à la FEMIS. Il a été le conseiller cinéma de Jacques Lang, avec lequel il travaille pour l'introduction des arts dans les enseignements fondamentaux. Il publie donc en 2002 L'hypothèse cinéma, petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs. Un ouvrage incontournable. Il a été le commissaire de l'exposition Correspondance Kiarostami Erice au Centre Pompidou en 2007 et de l'exposition Brume Blonde à la Cinémathèque française en 2010. En 2010 aussi, Bergala a réalisé Victor Erice, Paris-Madrid aller-retour, que vous allez pouvoir regarder demain. Et il vient de publier en Espagne, en espagnol, El acto de creación en el cine. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement M. Alain Bergala. L'invité d'honneur de cette 33e édition, Victor Erice. Il est né à Carranza, mais il a vécu son enfance et sa jeunesse à Saint-Sébastien. En fait, il est de Saint-Sébastien, je dirais. En 1961, à Madrid, il entre à l'école officielle de cinématographie et obtient son diplôme en 1963. Il fait ses débuts en tant que réalisateur en tournant un épisode de Los Desafíos qui reçoit la coquille d'argent au Festival de Saint-Sébastien en 1969. En 1973, il réalise et écrit avec Ángel Fernández Santos L'Esprit de la ruche, coquille d'or du meilleur film du Festival de Saint-Sébastien. Son deuxième long métrage, El Sur, est présenté en sélection officielle du Festival de Cannes en 1983, recevant le Hugo d'or au Festival du film de Chicago la même année. En 1990, avec les peintres Antonio López, il réalise El Sol del Membrillo, le songe de la lumière, récompensé par le jury et la critique internationale du Festival de Cannes en 1992. Choisi comme le meilleur film de sa décennie par les cinémathèques et les centres culturels du monde entier. En 2002, il tourne Alumbramiento, un épisode du long métrage 10 Minutes Older. En 2005, il réalise avec le cinéaste Abbas Kiarostami l'exposition Erice Kiarostami, correspondance, exposée à Barcelone, Madrid, Paris et Melbourne. Elle comprenait une correspondance audiovisuelle entre les deux réalisateurs. Il tourne en 2006 le moyen-métrage L'Amour rouge, dans lequel Erice évoque sa première expérience de spectateur de cinéma à Saint-Sébastien. Et vous venez de voir Fermez les yeux, son dernier film pour l'instant. Je vous demande d'accueillir un maître du cinéma. Il est avec nous très chaleureusement. Merci d'être là, Victor Erice. Nous avons Victoria Saez, une traductrice. Elle assurera la traduction si besoin. Merci Victor. Bon, quel moment. Monsieur Bergala, c'est à vous. Oui, donc je suis très content d'être ici avec Victor. Et je lui rappelais tout à l'heure que j'avais fait aussi une masterclass avec Kiarostami, à l'époque voilà, où il était venu invité par le... Du coup, pour moi, ça fait un drôle d'effet, la symétrie, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les deux, et notamment pour l'exposition Kiarostami Erice. Bon, j'ai vu ce film 4 fois. Donc cette fois, c'était la 4e. Et d'habitude, au bout de 4 fois, quand même, on commence à en avoir un peu assez.
On commence, ou alors c'est pas ça. On se dit j'ai tout attrapé. J'ai plus besoin, il n'y a plus de mystère. Et là, non. C'est-à-dire, au bout de 4 fois, ce film reste pour moi totalement ouvert, émouvant, et j'ai pas l'impression de l'avoir épuisé. On va essayer après peut-être de parler un tout petit peu pourquoi. Je veux dire au début, comme ça, que des grands films, des bons films, il y en a beaucoup. Chaque année, chaque mois, il y a 2 bons films, ou 3 bons films, des bonnes années. Mais des films comme celui-là, et comme ceux de Victor en général, c'est pas la même catégorie. Ce film n'est pas juste un bon film, ou même juste un très bon film. C'est un film qui nous donne un sentiment très très grand du cinéma, un sentiment que le cinéma est très vivant, que le cinéma est encore une chose qui nous touche directement. Et aujourd'hui, où on est plutôt à une époque de calcul de la part des cinéastes, ou de code et de mode, un film comme ça, pour moi, c'est une liberté incroyable de penser le cinéma. Ton film me permet de penser le cinéma et de le penser comme une chose heureuse et ouverte. Aujourd'hui, c'est rare qu'un film donne cette impression-là. Voilà. Alors, je vais commencer par des questions très, très... pas pratiques, mais directes. C'est-à-dire, ce film-là, donc, j'aimerais que tu nous dises un peu comment il est arrivé dans ta tête, comment il a évolué, comment il est arrivé à cette forme-là, après on en parlera, qui est celle de ce qu'on vient de voir. Donc, est-ce que c'est lié? Bon, raconte-nous la naissance de l'idée, peut-être d'abord. Bonsoir, je vais vous remercier pour votre accueil et aussi dans ce moment j'ai un rime monumental. Je m'excuse. Au commencement, il y avait une petite histoire, l'histoire d'un acteur qui disparaît pendant la réalisation d'un film. On ne trouvait pas jamais son corps, tout ça. Le film est interrompu, le producteur préfère avoir la protection de sa assurance et on reste de ce film seulement le travail de 2 semaines. Cette petite idée, je l'ai mise dans un tiroir pendant beaucoup des années. Je crois que dans cette idée existait une certaine relation avec l'interruption de mon second film, El Sur, que c'est pour moi un film qui a été interrompu par le producteur. Bon, quelques années après, j'imaginais que cet acteur avait un ami très ami, qui était vraiment le metteur en scène, le réalisateur de ce film qui n'a jamais existé, même le scénariste, non? Et à partir de cette nouvelle trovata, l'idée de faire vraiment un film a commencé. Et on a écrit un scénario à partir de cette idée, comme un programme de la télévision, veut
présenter au nouveau les cas c'est un cas aussi policier, hein, de la disparition de cet acteur. C'est comme ça que... Mais est-ce que, quand tu parles du Sud, le Sud, pour toi, ça a été quand même trop. C'est-à-dire que tu fais un film et puis il y en a qu'à la moitié qui finit par le faire et par sortir. Alors ici, le trou, il est beaucoup moins factuel. Ici, le trou, c'est un trou physique, j'ose dire. C'est-à-dire quelqu'un disparaît. Et évidemment, ce que ça entraîne chez toi, c'est l'idée, le trou du premier film, là je vais d'une certaine façon essayer de le combler, et notamment en allant filmer dans le Sud. C'est-à-dire que ce film-là, finalement, il répare le fait que tu n'aies pas pu faire la deuxième partie du Sud. Oui. Dans un certain sens, il y avait un certain besoin de tourner en Andalousie, hein, parce que pour moi, sur le site, Andalousie n'était pas seulement une carte postale. Il avait était une Andalousie très réelle, manque dans les films. D'ailleurs, quand tu filmes, enfin, moi j'adore dans ton film, on est à Madrid, on ne sait pas trop où il vit, lui, ni rien, et d'un seul coup, on arrive dans la scène où il est dans la caravane et tout ça, et puis là il y a une mini-communauté, et là on est pour moi, on est au Bordeaux-Oxolé dans du très très grand cinéma. C'est-à-dire que et je dis pas ça à cause de la chanson. On n'est plus dans un cinéma de scénario. Le scénario, on l'a laissé finalement à Madrid. Et on est dans du cinéma le plus beau qui soit, c'est-à-dire on ne sait rien sur les personnages, on voit cette femme enceinte, on voit ce type, on voit le chien qui est génial, qui est mieux que le chien de Justine Triet pour moi, si je devais donner un prix. Mais pas mieux que les torts de Aki Chaplin. Ah oui, mais ça. Chaplin, c'est le meilleur. Et là, si tu veux, pour moi, hein, quand je rentre dans cette scène, la première fois, j'étais sidéré, je me disais, on peut encore faire du cinéma comme ça. On peut encore faire du cinéma où il n'y a pas besoin de scénario, les choses sont là, les personnages sont là, on ne sait rien d'eux, mais ils existent immédiatement pour nous. Je pense à la jeune femme qui est absolument présente sans avoir rien à faire. Et d'ailleurs, c'est un des traits, je trouve, de ton film, c'est que les acteurs sont immédiatement présents. Et je pense par exemple à l'assistante sociale. Au bout de 3 plans, on la connaît. Enfin, on la connaît. On n'a pas besoin de la connaître. On sait que on la reconnaît, on sait que c'est elle et on l'accompagne. Donc, parle-nous un peu de comment tu as fait le casting. En réalité, je n'ai pas eu un directeur de casting ou une directrice de casting. Jamais je utilisé cette figure professionnelle. Je fais toujours la choix moi-même pour l'esprit de la riche. À l'époque, n'existait pas vraiment cette figure professionnelle. Même par-dessus, ça a toujours été. J'ai fait personnellement. Il y avait des acteurs et des actrices qui étaient vraiment. On était présents après la première ligne du scénario. Non? Ça, tu savais. Oui. Et notamment. Par exemple, Mario Paul, pardon, non? Par exemple, Petra Martinez, voilà la travailleuse sociale, Maria León, tout ça, les secondaires. La seule, et même l'acteur José Coronado, non? José Coronado. Je fais seulement
une épreuve pour choisir les protagonistes. D'accord. Miguel, Les autres, Miguel. ils étaient déjà là. Oui, on n'a pas de problème, non. Parce que quand même, Non, j'ai trouvé la petite fille. là, ah oui, la C'est petite fille. magnifique. Et pour moi, je l'ai trouvée en 48 heures. Ah ouais. En regardant une photo. Mais j'ai tourné une épreuve avec elle. Et dans cette preuve, j'ai interprété les rôles de Monsieur Lévy en face d'elle. Oui. Parce que dans ton film, et c'est rare finalement, ça a l'air normal, mais c'est rare, c'est-à-dire que jamais on a l'impression que ce sont des acteurs qui jouent. Oui. Jamais il y a le moindre forçage, jamais il y a le moindre truc d'imiter quelque chose. C'est-à-dire, j'ai sans arrêt l'impression qu'ils existent. Et qu'ils existent en tant que tels et eux-mêmes. Voilà. C'est pour ça que quand je dis que l'épisode là quand il arrive chez lui, si on peut dire, pour moi c'est War Dogs. C'est-à-dire, c'est pas le langage qui compte. Enfin, d'une certaine façon, à un moment, la réalité des acteurs de ce qu'on voit est plus important que le langage, que le scénario. Oui, il y a un motif, la production d'un film qui a de cette caractéristique, c'est que le projet doit traverser beaucoup de douanes. Il faut traverser pour obtenir la financiation, le financement, la douane de la télévision, dans ce cas la télévision publique, la douane du ministère de la Culture, ICA, les douanes, ça veut dire qu'il faut présenter un scénario, mais c'est un protocole. Avant de serrer les ojos, j'avais tourné toujours avec quelques feuilles, seulement 4 pages de notes. Hein? Même le sol del membrillo, ça n'a aucune note de scénario, non? Mais était absolument nécessaire de présenter pour obtenir un certain financement les scénarios, mais on ne lit pas vraiment aucun scénario. Il faut présenter des photos, un récit de l'argument absurde. J'ai trouvé ça par première fois après plus de 30 ans, parce que vraiment, j'étais dehors de l'industrie, un peu, de l'industrie conventionnelle du cinéma espagnol, après le Sud. La chose que j'ai trouvée, c'est que pour traverser cette douane, il faut obtenir le financement. Et ça revient même sur le scénario. Parce qu'il faut donner l'impression à un comité qui est un comité secret, on ne connaît pas secret, que le projet va être intéressant. À la télévision publique de mon pays, la télévision publique de mon pays, Radio Télévision, a refusé le projet. A refusé. Ça veut dire que j'étais en train de n'aboutir à le film. Ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas une question. Je crois que le style d'un film, on commence déjà avec la production. Dans ce niveau, il y a d'autres stratégies, non? C'est la stratégie de faire un film comme j'ai tourné à Portugal, sans rien, avec ma caméra, faire comme Abbas, il n'a jamais fait un vrai scénario, non? Bien sûr, cette méthode, c'est formidable,
Mais dans ce cas, j'avais besoin d'acteurs très connus, c'est un compromis, c'est vraiment, ça devient, quand tous les commandes, je suis d'accord, la part qui est plus de scénario un peu typique, tout ça, il faut donner des informations, mais je suis libéré comme les personnages du metteur en scène qui, d'une certaine façon, abandonné cette réalité. Il n'a pas trouvé son endroit, son vrai, comme garder son habit. Pour moi, Miguel Garay, le réalisateur et l'acteur sont les deux visages d'une même identité. Quelqu'un, Miguel, il y a la mémoire, tout le poids terrible de la mémoire. L'autre, il a été touché pour la même piétesse du destin, il s'est libéré de la mémoire. Mais c'est Hano, les deux visages de Hano. Mais une même identité au fond. Parce que Marina Rincón, l'endroit où on habite provisoirement, pardon, Miguel, c'est pas très longtemps de l'endroit où habite Coronado, non, les Gardel. Il y a aussi dans le film le thème, pour moi, pas seulement le thème de la mémoire, le thème du nom. Qu'est-ce que c'est un nom, vraiment? Qu'est-ce que c'est un nom? Monsieur Lévy, il a changé 4 fois de nom. Miguel Garay, c'est Mike à Marina Rincón. C'est Mike à Marina Rincón. Tout ça, Gardel, ça veut dire, ok, mais il a été aussi le chanteur de tangos, non? Mario Guardione, non? Il y a ce jeu avec l'identité, le nom, que c'est un nom que nous, quand nous arrivons dans ce monde, on donne un nom. Et oui, ça c'est pour ça que le psychanalyste là de ton film, lui, il dit, il est totalement pas lacanien, il dit le nom n'importe pas. Ouais. Or, dans ton film, c'est le contraire. Non, c'est la chose qui disait Borges, non? Borges, derrière du nom, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est le mystère derrière du nom, de tous les noms. Et ça, c'est le docteur qui dit nous avons déjà son nom. Et Miguel dit mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et la petite fille, c'est Judy. Pardon. Il est véritablement, c'était vrai. En même temps, c'est Orient, Occident, ça veut dire c'est Judith et Kiaosu. Il y a un thème que je crois que c'est très important, c'est le thème de la conscience. Parce que la chose plus importante, c'est pas vraiment si Gardel peut récupérer la mémoire, c'est s'il y a conscience, et conscience de l'autre. Parce qu'il fait beaucoup de choses à l'institution, mais il n'y a pas aucune scène dans le film où elle est proche de l'essence. Les vieillards, tout ça, la conscience de l'autre. Bien sûr. Et là, c'est un thème qui était déjà dans l'esprit de la riche, non? Avec les fugitifs, non? Tout à fait.
qu'est-ce que c'est? Et ce que j'aime beaucoup, c'est les scènes à la fin, quand on est dans dans la maison de retraite, c'est la façon dont il essaye d'approcher l'autre. Donc il y a la chanson, et là, il se passe déjà quelque chose, mais c'est pas de l'ordre de la reconnaissance. Ouais. C'est de l'ordre de ce où il y a quelque chose qui passe. Après, il y a les nœuds. Ouais. Les nœuds, pour moi, c'est très important. Parce que c'est la psychanalyse, enfin. C'est-à-dire, c'est le fait que. Est-ce que de ce jeu avec les nœuds, quelque chose va se dénouer par rapport à l'identité de celui qui a perdu, si on peut dire, quelque part son identité. Et quand même, par rapport à ça, la fin du film, tu fais un choix très risqué, c'est-à-dire, il ferme les yeux. Parce que normalement, on dit le contraire, on dit il a ouvert les yeux sur ce qu'il était. Et là, toi, il ferme les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se retrouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est une réminiscence de l'esprit de la riche. Oui. Dans l'esprit de la riche, Isabelle, la sœur d'Anna, il dit, si tu fermes les yeux, en même temps dit ton nom, le monstre arrivera. D'accord. Il faut fermer les yeux parce que les monstres Frankenstein arrivent. Voilà, et ça c'est une réminiscence que j'ai mis aussi dans le scénario que je pas tourné de La promesse de Shanghai. Non? Il y avait un père très, très lointain à Shanghai, une petite fille à Barcelone. Et les jeux étaient à 5 heures de l'après-midi. En Shanghai, je ferme les yeux et toi, à Barcelone, ferme les yeux. Nous serons ensemble, tous les deux. Ce sont des petites obsessions. Et j'ai eu les titres du film Comme ça. comme ça, toujours après ma première bouillon du film fermé. Je me souviens d'une phrase de René Char qui disait si l'homme ne ferme pas les yeux, quelquefois, quand il ouvre les yeux, ne peut voir les choses qui sont vraiment importantes. Bon, René Char. Donc ça veut dire que la vraie communion, c'est pas regarder dans la même direction. C'est fermer les yeux en même temps. Oui. C'est plutôt ça. Mais en même temps, parce que c'est une action qui est très ouverte. Très ouverte. On peut penser qu'il refuse la réalité. Seulement la fiction peut donner un éclat de conscience, la fiction. Parce qu'il y a la fille, sa fille, on ne peut pas rendre la mémoire. C'est un fracas de son ami aussi, est raté. Mais peut-être, et surtout dans la vie d'un acteur, les personnages qu'il a fait à l'écran, on a beaucoup de... Et surtout parce que dans la scène, on peut rencontrer à cet homme en transe d'une attitude de protection de la petite fille. C'est donné à l'autre. Oui. L'imperméable était moi. Bon, c'est imperméable. Oui. Mais, par rapport à... Je voudrais parler des décors. Pas des décors, des dieux. C'est-à-dire que dans ton film, il y a des boîtes à peu près partout. Et notamment, il y a les boîtes qui sont les puzzles du souvenir, c'est-à-dire le coffre,
la petite boîte après qu'on doit donner, qu'on veut donner à sa fille, etc. Donc ça, c'est des espèces de boîtes noires où il y a le puzzle du souvenir. Mais ce puzzle, il faut quelqu'un qui le décrypte. Quand on le voit, on ne peut pas. Bon, c'est ce que disait Freud. Freud disait que finalement, l'analyse, c'est réussir à connecter les signes qui sont dans un puzzle incompréhensible. Donc c'est un peu, finalement, c'est au sens de ce que fait le personnage. Et après, il y a plein d'endroits fermés, de chambres, d'hôtels, etc. Et d'un seul coup, c'est pour ça que la scène où on arrive pour la première fois au bord de la mer, là c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on est rentré dans un film un peu claustrophobe, et là d'un seul coup, c'est le contraire. Oui, oui. Et du coup, pour moi, c'est inoubliable, les plans qui donnent sur le portail. D'ailleurs, à un moment donné, ils vont se retrouver tous les deux là le soir, et c'est pas du tout effectivement le sud touristique, c'est le contraire. C'est-à-dire, mais on sent d'un seul coup un espace extérieur et réel qui fait un bien fou. Enfin, pour moi, en tout cas, quand je suis arrivé dans cette scène. Et alors, par rapport aux espaces, bon, moi j'adore l'endroit, son atelier. Et là, je me rends compte que tu es un cinéaste pas du tout qui ne touche à rien. Au contraire, je dirais que tu as peint tout dans cette petite endroit de Gardel. La façade. La façade. La façade. Oui, donc, oui. est-ce que tu l'as faite, tu l'as peinte? Oui, absolument, non. Parce que ouais. Elle était impeccable. Il faut mettre il faut le faire, non? Je l'ai fait moi-même avec la tressiste, non? Avec la tressiste. Mais Marina Rincón, c'est comme ça dans la réalité. J'ai choisi toutes les localisations du Sud, sauf l'institution de l'asile, je les connais très bien. On n'a pas touché aucune chose à Marina Rincón. Même j'habitais tout près de Marina Rincón pendant ces années. Tu étais chez toi. Oui. En demandant, je vais Chabao, s'il vous plaît, je vais rester ici. Oui, oui. Mais on n'a pas touché aucun élément, non? Du décor. C'était un décor qui existait comme ça. Même les noms, Marina Rincón, oui, même tout, c'est comme ça. Alors il y a une chose qui, moi, me touche beaucoup, pas politiquement, mais enfin idéologique, enfin je ne sais pas comment dire, c'est que finalement, ce film, qui aurait pu être très sinistre, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est un film, on en sort, on est heureux, enfin, il y a quelque chose de... Et je pense à une chose, dans ton film, il y a deux fois des micro-sociétés. Il y a la première micro-société qui est celle justement de la caravane et tout ça, qui est extraordinaire, parce que ça dure 5 minutes dans le film. Or, elle est inoubliable et elle est heureuse. Sauf que, à la fin, ce bonheur se paye, puisque c'est là où on apprend, c'est là où on parle du fils qui est mort, qui est le tronc un petit peu de l'histoire. Et après, bon là, moi je suis assez sidéré quand on arrive à l'hospice des vieux, c'est que généralement, la représentation de ce genre de lieu, c'est sinistre, et là, c'est le contraire absolu. C'est-à-dire, on voudrait y être. Parce que d'abord, sur la lumière, c'est-à-dire que tu as fait un très très bon travail, la lumière est gaie, et même à l'intérieur. C'est le contraire d'un hôpital, de trucs comme ça, et les gens, normalement, ce genre de lieu, c'est fermé. Et là, elles accueillent tout le monde. Elles accueillent petit à petit, le film vient dans le lieu. Et
avec très grande facilité. Et évidemment, les deux sœurs, par rapport à ça, c'est deux personnages magnifiques. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger l'institution, au contraire, elles sont contentes et de ce coup, elles disent des choses de leur propre vie. Celle qui dit « moi je dansais le tango », etc. De ce coup, une institution qui a l'air d'être faite pour enfermer, là c'est le contraire. C'est-à-dire que d'un seul coup, des lieux qui normalement sont des lieux un peu autistes, c'est eux qui ouvrent le film. Alors qu'au début, quand on est à la télévision, non. La télévision, c'est le contraire. C'est-à-dire, alors que normalement, c'est censé être un truc d'ouverture. Et c'est dans les lieux plus petits, comme ça, les petites communautés, finalement. C'est-à-dire, pour moi, le côté très positif politiquement, par rapport au film, c'est de dire peut-être que les choses bien, elles se passent là, dans des petites communautés qui ne sont pas trop soumises à la loi. Et notamment, même eux, quand ils sont dans le coin où il y a la caravane, ils sont même menacés par le propriétaire, etc. Mais il y a du bonheur. C'est évident. Et pareil à l'hospice des vieux, c'est-à-dire que d'un seul coup, pour le spectateur qui s'attend à être enfermé quelque part, au contraire, là, il est ouvert et il est content. C'est peut-être pour ça que finalement le film est très optimiste. Gardel, il a trouvé son endroit, sa communauté. Gardel, il y a une communauté vraiment, avec Garay, pas encore, parce qu'on est en train de disparaître. Marina Rincón, c'est qui dit on va vendre cet endroit, tout ça, c'est une existence provisionnelle, non? Mais Gardel, il ne veut pas devenir au nouveau l'acteur, le personnage qu'il a été en front. Comment tu as fait pour, tout bêtement, pour le vieillissement? Pour le vieillissement de Gardel. De Gardel. Parce que, enfin, ce soir, comme j'ai vu le film souvent, quand je le vois au début et quand je le vois après, je me demande comment tu as fait. D'une façon très naturelle, il faut donner à l'acteur une certaine tranquillité, tout ça, de choisir lui-même comme il peut imaginer, surtout parce que c'est un acteur spécialisé dans des rôles de séducteurs. C'est un Don Juan, c'est le Don Juan bon, d'une façon très naturelle, il faut, dans ce cas, non? Et il faut aussi trouver les vêtements à l'hospice est très difficile parce qu'il est très légal. Très légal. Même avec des vêtements très tout ça, devenir vraiment des sports briques, non? Oui, mais sur la tête, quand même. Comment tu as fait pour sa tête? Oui. Bon, je ne sais pas, puis... pour moi, la chose plus importante en un acteur ou une actrice, c'est le regard. Le regard, toujours. Et c'est le thème aussi du film, non? Monsieur Lévy, il veut la dernière, un regard que seulement sa fille peut lui donner. Il cherche la rédemption. Au cinéma classique, on peut penser que la mirada de la Dios, ces deux séquences appartiennent à un film classique d'aventure. Dans le cinéma classique,
à la fin, il y avait la rédemption de la réalité. La rédemption de la réalité. Ça veut dire que M. Lévy, avant de mourir, est reconnu par sa fille. C'est formidable. C'est un acte de rédemption. Mais dans les spectateurs que nous sommes, les modernes que nous sommes, nous n'avons pas de rédemption symbolique. Nous n'avons pas de rédemption symbolique, ce sont les restes de nos frères. Et nous sommes là. Mais dans le cinéma classique, le cinéma de mon enfance, à la fin, le mal était. Il avait fini, le mal. Le bien a triomphé. J'aime la fin heureuse du film de mon enfance. Je n'ai pas de préjugés sur ce type de cinéma. Parce qu'il y a la rédemption de la réalité. La rédemption de la réalité. Mais dans le cinéma qui est sont déjà, toutes les grandes histoires ont été racontées déjà. Même dans un film comme ça, mais ça c'est la relation que j'ai travaillé beaucoup, très proche au documentaire. Mais dans ce film, il n'y a pas aucune image documentaire. Ça va dire, j'espère retourner au documentaire. J'espère. Bon, le temps passe. Il y a une question que je veux te poser absolument, c'est ton film, il y a quelque chose d'unique dans ton film, y compris dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire, c'est là, pour moi, c'est le film dans lequel le passé, la recherche du passé et tout ça du personnage et le tien, c'est-à-dire la même recherche du cinéaste, sont incroyablement mêlés. C'est-à-dire on ne peut jamais savoir si c'est lui dans l'histoire ou si c'est toi dans ton histoire. C'est-à-dire que là c'est inextricable et ça donne beaucoup de mystère, finalement, parce qu'on se dit, est-ce que c'est Rissé? Est-ce que c'est le personnage? Tu vois, c'est-à-dire là tu as articulé les deux analyses, enfin au sens de l'analyse retrouver quelque chose dans le passé, les deux sont incroyablement enchevêtrés. Est-ce que j'ai cherché si dans le cinéma classique il y avait un cas aussi fort, aussi clair, et peut-être que toi tu en as un, mais moi je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé où les deux étaient aussi liés. Est-ce que toi tu as des idées dans le cinéma classique de films où il y aurait à peu près le même nœud comme ça? Oui, les personnages, M. Lévy, Kiel, sont des personnages plus forts que la vie. Ça veut dire plus forts que la vie. C'est ce type de personnages qui ont. Je reste très attaché à ce type d'expérience parce que c'est l'expérience de ma vie comme spectateur à l'enfance du cinéma qui m'a marqué absolument, je pense. Ça m'a marqué beaucoup. Si bien je me considère inévitablement moderne. Oui, c'est ça. Inévitable. C'est le grand débat. Parce que là, dans ton film, et le spectateur ne le voit pas, tu as des scènes qui sont du pur découpage classique. Alors qu'avant, tu en faisais moins. C'est-à-dire des scènes où il y a 4 personnages, tac, tac, on passe d'un gros plan à un gros plan. Et puis, tu as le contraire. Tu as des scènes d'un seul coup, comme par exemple la scène où il raconte comment il voit la disparition de son ami. Ouais. Là, on est dans du cinéma moderne pur. C'est-à-dire, et les passages, c'est pas hétérogène. On ne se dit pas, tiens, il passe d'un cinéma à un autre. Tu as réussi à complètement fusionner les deux. Mais je suis très surpris. Enfin, la première fois que je l'ai vu, j'ai été très surpris par. Il y a des scènes qui sont découpées de façon découpage classique, pur et dur. Oui, vraiment. D'autre part, était
seule stratégie en face d'un plan de travail incroyable. De tourner, parce que c'était un film avec 3 heures, plus de 3 heures de direction de l'homme. 3 heures. Et de tourner. Ça a duré combien de temps, le tournage? 2h45, tout ça, non? D'accord. 2h45. Mais elle disparaît une part qui pour moi était très essentielle, qui était on peut dire, la part plus documentaire. Non? Ça veut dire quand Miguel, dans la séquence du film, arrive à le studio de la télévision, tout ça, il y avait une rang d'hommes de sa même âge en attendant pour un casting. Et il traversait tous les rangs d'hommes qui attendent pour faire un casting. Et on reste seulement, quand on arrive au premier étage, on dit non, le casting c'est en bas. Mais il était un travelling avec tous les. Un petit hommage à un metteur en scène que j'aime beaucoup, qui est Bellatar. Bellatar, c'était Bellatar, un hommage. De la même façon, quand les personnages arrivaient à le petit village andalou, ils descendaient du bus, il y avait tous les rangs d'émigrants sans papier en attendant le travail quotidien pour aller à los invernaderos. Et ça, en production, on a coupé. Mais pour moi, c'était très important. Très important. Parce que cette rang de migrants sans papier à cette zone était le paysage quotidien, humain quotidien. Non? C'est dommage pour moi, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés toujours pour faire un film de 3 heures. Même elle a été un handicap pour la distribution. En Espagne, on n'arrive pas à faire un film de 3 heures, tout ça. C'est très difficile, très difficile. Mais je tournais. Tu les as tournés, ces scènes. Ah oui. Oui, oui. Et même parce que la production a été très difficile. Très difficile. Très difficile. Pour moi. Et certaines fois, cette façon d'accomplir, de réussir les plans de travail était de filmer d'une certaine façon très simple. Très simple. Il n'y avait pas, on ne peut pas faire des plans de séquences, tout ça, on ne peut pas. Même il n'y avait pas de steadicam, toutes ces choses. Une seule caméra qu'aujourd'hui, on utilise en général 2 ou 3 caméras. Une caméra, toujours, j'ai tourné avec une caméra. Les très bons cinéastes tournent encore avec une seule caméra. Bon, parce que ça c'était la retransmission, c'est pas. Les points de vue n'existaient pas avec 3 caméras. Les points de vue, c'est fondamental au cinéma, a disparu. A disparu. Et c'est à cause de ça. J'ai eu beaucoup de difficultés, tout ça. Oui, beaucoup. Je ne sais pas où on a mis du temps. Ça va. Il y avait une question, M. Vargala, sur l'affiche, n'est-ce pas? Ah oui, ouais, l'affiche, pour moi, j'ai pensé immédiatement à Bergman. Oui, Et quel est est-ce que tu y as pensé?
Qu'est-ce que ça dit par rapport à l'affiche du silence? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est moi qui suis tapé Non, c'est évident. Oui, d'accord. La ressemblance, c'est très évident, c'est très évident. On m'a présenté, le dessinateur, on m'a présenté des affiches avec les visages des acteurs, tout ça, parce que c'était les protagonistes. Et j'ai choisi cette idée. La seule chose que j'ai demandé de mettre les premiers plans de la petite fille avec les yeux fermés. Ça, c'est la chose que j'ai demandé. Parce que la silhouette, c'est le réalisateur, c'est Garay. Qui regarde. Arranque Max, c'est ce moment. Mais la seule chose que j'ai demandé, c'est de mettre les premières parts de la fille avec les yeux fermés. D'accord. Mais l'évocation des personnages, c'est évident. Écoute, je suis content. Moi aussi. Confirmation. Moi aussi. Peut-être quand même, je vais dire deux mots sur, si ça t'ennuie pas, sur l'histoire de Cannes. Oui. Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, quand même. J'ai vu les films qu'il y avait cette année. C'est quand même honteux que ton film n'était pas en compétition. C'est honteux. Et surtout la façon dont ça s'est fait. C'est-à-dire que ton film, tel qu'il est là, c'est évident que si tu l'avais envoyé à Locarno, si tu l'avais envoyé à Venise, tu aurais eu un Grand Prix. C'est évident. Dans l'année, il n'y a pas eu 4 films à la hauteur du tien. Et le fait d'un seul coup de dire on le garde pour Cannes, mais on ne le met pas en compétition, pour moi c'est honteux. Parce que même, alors, bon, je ne suis pas... les grands films de Cannes cette année, je ne vois aucun film qui ait, je ne sais pas comment dire, l'ampleur, la dignité du tien. Et même La Palme d'Or, qui est un gentil petit film. Mais ça n'a aucun rapport avec ce cinéma-là, quoi. Voilà. Bon, je vis toujours une relation avec le Festival de Cannes. Je suis arrivé pour la première fois à Cannes en 1962, pour écrire la chronique du festival comme journaliste. J'ai un souvenir inoubliable. François Truffaut était dans la jury. Il y avait Buñuel, l'ancien exterminateur, Bresson, Jeanne d'Arc, Antonioni, l'Eclipse, Berlanga, Placido. Voilà, un souvenir formidable. Mais cette année, tu vois... Et resté toujours très attaché. Je ne comprends pas aucune chose parce que mon dernier film à Cannes était l'esprit le son de la lumière, le son del membrillo. Et je ne sais pas à cause de quoi, je ne peux pas comprendre. De toute façon, j'aimerais bien avoir la possibilité de non aller à Cannes et d'envoyer les films à Venise. Parce que je parle pas seulement comme metteur en scène de Serrano Ojos, je parle comme coproducteur. Thierry Fremont, il a donné, c'est normal dans les relations, la possibilité de, si on dit que bon, le film va être sélectionné au concours, bon, donner la possibilité de changer. Je me souviens le film de Buñuel, Belle du jour, parce que j'ai 2 semaines au tournage de Belle du jour à Paris avec Buñuel.
On a présenté le film à Cannes, il a été refusé à Cannes. Bon, le producteur, le frère Haki, qui était le producteur de Bendijour, on a envoyé Bendijour à Venise. Et il a gagné le Lion d'Or. Voilà. C'est ça. Mais avoir au moins la possibilité de choisir, voilà. Parce que évidemment, dans la 15 première, il n'y a de conférences de presse. Je dois envoyer à certains critiques, journalistes, personnellement l'invitation. Il n'y a pas de conférence de presse, que c'est important aussi. Et surtout en face du cinéma espagnol. En face du cinéma espagnol qui a apporté au marché du film à Cannes cette année la plus grande contribution, même économique. Il n'y avait pas aucun film de langue espagnole, aucun film. Comme on peut comprendre, après un point même politique, je ne comprends rien. Je dis l'histoire tranchera vite, c'est-à-dire que dans 10 ans, l'histoire tranchera vite. Dans 10 ans, on ne se rappelle plus que de 2 films de Cannes cette année, et on se rappellera du tien. Mais pourquoi il y était pas? Non, c'est dommage, mais bon, de toute façon, le film a été très bien accueilli par le public. L'autre, c'est du côté de la politique. Vraiment, c'est du côté de la politique. En tout cas, juste pour finir sur ça, ça n'a pas empêché qu'en France, ce qui s'est écrit sur ton film, c'était très très bien. Les critiques, ils ont compris, ils n'ont pas été paresseux, si tu veux, et ce que Cannes n'a pas fait, la critique française l'a fait. Je suis content pour la critique française. Il y a quand même eu vraiment une prise en considération très très juste et bien de ton travail, enfin, et de ce film, quoi. Donc ça ne compense pas du point de vue médiatique et tout ça, mais quand même, par rapport à l'état de la critique en France, moi ça m'a fait beaucoup plaisir. Je confirme, puisque j'ai quelques critiques ici. Le Monde, en chef-d'œuvre. Cahiers Cinéma, splendide. Positif, des torrents d'amour, c'est sublime. Le plus beau film vu à Cannes. Après, le vivre en hommage de Victor Erice au 7e art. Du grand cinéma, puissant, envoûtant, labyrinthique et ensorcelant. Le cinéaste de l'Esprit de la Ruche nous réenchante. Somptueux, un miracle, magnifique. Le film a été lancé comme ça. La critique française a été vraiment, je sais pas, émerveillée, je dis. Non, elle était formidable parce que le film a été présenté en France comme la distribution commerciale avant que l'Espagne. Au mois d'août. Même le film a été présenté déjà au Japon, au Royaume-Uni dans quelques jours, Portugal, même aux États-Unis. On va être présenté aux États-Unis, ça veut dire que pas mal, non, pas mal. Bon, c'est à vous là maintenant. Si vous avez des questions, des commentaires, je pense qu'il y a des micros de côté, donc n'hésitez pas. Là, je vois au deuxième rang, il y a une question peut-être, oui. Bonsoir et merci pour le film déjà. Moi, je vous découvrais avec ce film, donc c'était une belle découverte. J'avais une question peut-être un peu plus générale, que ce soit vous, que ce soit d'autres cinéastes américains comme Spielberg, Schwarzenegger, etc., ou même dans le cinéma en général. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui font des films où ils s'interrogent sur le cinéma, sur leur cinéma, sur le pouvoir des images, sur la relation des acteurs avec les réalisateurs. J'ai l'impression que c'est un thème qui revient énormément en ce moment. On a mentionné la Palme d'Or, qui en parle un peu en sous-texte aussi. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps ou une coïncidence voilà. Merci.
Bon, c'est l'air du tape. L'air du tape. L'air du tape. Je ne sais pas. L'air du tape. Je commençais avec les blancs et noirs et à faire au montage avec acétone, non? Comment se dit ça, acétone? De l'acétone. Avec la pellicule. Oui, avec de l'acétone, avec la colle. C'est la colle. Ouais. Sur la table de montage. Ouais. Ouais. Blanc et noir, avec une paille modeste et voilà, en train de... C'est comme ça qu'il a commencé, sur une table de montage, donc avec la pellicule, et donc avec la colle, de couper la pellicule et monter comme cela. C'est son début à lui. Para assistir al Palmarona todavía era simplemente había que el fotograma con un pincel mojarlo en acetona y pegar. Ah, d'accord, il n'y avait même pas encore la table de montage, c'était vraiment sur la pellicule, il fallait la racler un petit peu et donc avec un petit peu de colle, la replacer pour justement pouvoir la l'unir. Ça a beaucoup changé depuis, c'est sûr. Quelqu'un d'autre? Bonsoir, monsieur Rissé, merci pour ce film magnifique. Moi, j'ai beaucoup apprécié la séquence où le monteur montre toutes les bobines et parle de la nécessité de ce qui va arriver. On ne peut pas tout numériser, et est-ce que ça va survivre, et est-ce qu'on peut pouvoir transmettre? Ça, c'était un moment très fort du film. Oui, on peut penser que c'est très évident. Nous vendons 90% de l'histoire du cinéma, c'est photochimie. Photochimique. Photochimie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas déjà de projecteurs de cinéma, non? Les pré-projecteurs seulement dans les cinémathèques, tout ça. Il faut prendre toute cette histoire du cinéma et faire la digitalisation. Oui, en numérisation. C'est un process qui, vraiment, ça coûte, non? Ça coûte beaucoup. Et on pense que peut-être les supports digitaux, c'est pas mieux que les supports phytochimiques. D'accord, oui. Surtout, je pense, à propos du progrès technique, évidemment, que le support de l'image plus perdurable, qui a duré le plus dans le temps, dans le temps, c'est l'oleo. La peinture à l'huile. Eh oui, si on y pense. Et c'est que ça a résisté. Ouais, c'est celui qui a résisté le plus au temps. Moi, j'ai une petite question, Victor. Lors de la projection à Cannes, il y a eu un moment où la salle a applaudi. C'est juste quand Manu Chao finit la chanson de My Rifle, My Pony and Me. Je voudrais que tu nous racontes un peu comment ça s'est préparé ou créé, ou comment ça a été ces moments-là. Je suis un réalisateur qui improvise dans le tournage aussi beaucoup de choses. Le scénario, c'est une guide, mais dans un certain moment, il y a des choses qui pour moi sont très, très importantes, et surtout la plus importante, l'intervention du hasard. L'hasard, c'est fondamental. Mais toute la structure industrielle, tout ça, peut abolir l'hasard. Mais l'hasard, c'est très important. Un exemple,
c'est que dans le scénario, cette scène n'était pas prévue, non? Mais en parlant avec l'acteur, Manolo Solo, j'ai découvert qu'il connaissait la chanson de Rio Bravo, formidable. Un jour avant de tourner dans cette séquence, non? On a improvisé totalement. Même nous avons tourné sans avoir la sécurité, de pouvoir acheter les droits. Les droits, même. Mais j'ai dit avant. Et nous avons eu beaucoup de chance d'obtenir les droits de cette façon. Il y a d'autres choses que j'ai improvisées forcément. Mais j'aime beaucoup l'intervention d'Iassar. Il faut mettre attention, non? À la salle. Je crois que c'est fondamental dans la vie, et même dans le cinéma, non? Il faut être préparé pour l'improvisation. Comment? Il faut se préparer pour l'improvisation. Oui, il y a des choses qui... parce que tous les process de réalisation d'un film, c'est les moments décisifs ou d'incarnation. Incarnation, on ne peut pas comprendre l'incarnation de l'idée. Il y a beaucoup d'idées formidables avant, mais c'est le process d'incarnation, l'incarnation. Et voilà ce moment décisif. Et même tous les process, la réalisation d'un film, c'est un process organique. Et je travaille le montage après le premier jour jusqu'à la fin, le montage. Doit être une expérience vive. Vraiment, il faut vivre les films dans chaque... Même avec les sons, je donne à les sons aussi importance qu'à l'image. Aussi importance que l'image. Enfin, et être ouvert à la salle, mais avec une équipe. C'est la première fois de ma vie que j'ai tourné dans quelques semaines, pas tous les films, mais 60 personnes. 60. Ça veut dire que quand j'ai dit c'est bon, on va improviser quelque chose. Était vraiment incroyable. Nous étions préparés aujourd'hui les changements qui se produisent dans la réalisation et la production d'un film. Il y a aujourd'hui beaucoup d'intermédiaires. On observe incroyable. Pour moi, c'était une expérience radicale. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, non? Vous étiez sur la barque quand vous avez pêché. Oui. Combien ils étaient Sur la barque. au moment de la pêche? Non, seulement dans la barque, nous étions les chefs opérateurs, Son et moi. Et moi, les chiens, tout ça, et notre barque, tout très proche. À côté, il y avait un petit équipe de barquières. Mais une expérience pour moi tout à fait nouveau, paradoxalement. J'étais un filmmaker et devenu un vrai directeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, là-bas. Bonsoir. Merci pour ce film. Je voulais vous poser une question parce qu'au travers du film, on ressent qu'il y a une part importante du deuil, de par le roi Tris qui fait le deuil avec sa relation avec sa fille qu'il n'a pas eue, Max qui fait une relation du deuil par rapport au cinéma, je trouve, qui est assez importante, qui évolue et il a un peu de mal avec ça. Et le deuil le plus évident qu'on ne trouve pas, c'est c'est Mike qui fait pas, qui a pas, on a l'impression qu'il n'a pas fait le deuil avec la mort de son fils. Pourquoi vous n'avez pas plus approfondi cette part
de Mike, cette facette de lui-même à travers de la mort de son fils, justement? Je crois que c'est suffisant. Je crois que c'est suffisant parce que il y a des choses quand les protagonistes arrivent à Madrid pour participer à l'émission de télévision, il le fait aussi pour l'argent. Pour l'argent. Hein? C'est un motif qui est présent, non? Pour l'argent. Et dans cette passage pour Madrid, rencontre la mémoire, les passés, l'histoire avec son ami à l'émission de télévision. On raconte l'histoire de tout l'été. On a rencontré au service militaire. Même on était en prison, tout l'été. Et il y a aussi le fils. Mais la chose, c'est que la seule chose qu'il porte avec lui, après son passage à Madrid, c'est la petite boîte de son fils. La petite boîte. Et dans cette boîte, c'est une boîte à miel, tous les petits objets sont à moi personnels. Il y a les playbooks de l'arrivée de sa main lumière, de le frère Lumière à la station de la Ciutat, à la gare de la Ciutat, et aussi une carte postale, et les photos avec son fils. Les sources de production. Pourquoi le flipbook de l'arrivée du train à la Ciutat? C'est une scène ratée à cause de la production. Parce que je commençais dans l'intérieur du bus dans la nuit pour montrer les images que les passagers sont en train de regarder dans la nuit. De films tout à fait conventionnels, indépendamment de sa culture. Il y avait des Chinois, il y avait des Marocains. Et quand la caméra arrivait pour contraste à les protagonistes, on a été différent, parce qu'il était un peu les contrastes entre les images anodines, les consommations de tous les passagers et cet homme qui est en train de regarder lumière. Qui est un cadeau à son fils. C'est un cadeau qu'il a donné à son fils. Mais je crois que peut-être suffisant. Non? On peut faire un film surtout. Il y a la relation entre un père et sa fille, pas seulement Monsieur Lévy avec la petite fille juif, aussi il avait gardé avec son fils. C'est intéressant, je crois. Il y a un dédoublement. Là-bas, oui. Ça marche pas. Pendant que... Ouais, on va... oui, vous allez descendre.
je vais poser une autre question parce que dans la salle, il y a Michel Gastambide qui nous parlera demain, co-scénariste du film. Il est là, Michel, merci beaucoup, à toi aussi. Et je voudrais te poser une question, Victor. Tu as décidé de coécrire le scénario, n'est-ce pas? C'est une décision. Et comment ça s'est fait? En plus, toi, tu habites Madrid, Michel, il habite Saint-Sébastien. Demain, il va nous raconter les détails, mais l'idée était de travailler ensemble, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. J'ai raconté qu'au fond, on avait besoin de présenter dans les douanes, qu'est-ce que les douanes, un scénario. C'est le protocole du scénario. Et à cause de ça, je pensais que j'aurais travaillé avec un scénariste professionnel qui connaît très bien tout le processus qu'il faut pour obtenir le financement, tout ça. Pas seulement à cause de ça, mais je crois que j'ai eu un peu la réputation en face des professionnels de la profession d'être un type un peu marginal, non, par ces idées, tout ça. Et Michel m'a donné la rigueur, tout ça, absolument nécessaire pour traverser les douanes. Mais c'est pas que ça. Enfin, le scénario, il est quand même très sérieux, il est très écrit, il avance, mais il n'écrase jamais rien. C'est-à-dire que, y compris sur cette chose qui a été très scénarisée, par exemple, dans le cinéma hollywoodien, c'est-à-dire le retour de la mémoire, etc. Le scénario, là, il est rendu, pas invisible, mais il est rendu normal. On n'a pas l'impression qu'il y a du forçage. Voilà. Le scénario ne force rien. Et ce qu'on voit, on ne se dit pas, tiens, il fait ça pour le scénario. Même s'il y a le scénario. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, c'est rare. C'est une chose qui est devenue rare. Parce que les scénarios, aujourd'hui, à cause des contraintes de production, etc., ils écrasent tout sur leur passage. Et là, il y a du scénario, il y a du bon scénario, mais il n'écrase rien. Il n'empêche pas le sentiment qu'on a que les choses sont là. Il y avait une question là. Oui, maintenant j'ai peur à poser cette question parce que j'ai dû descendre pour la poser, donc il y a beaucoup d'attentes à la question. J'espère de ne pas... Bon, j'hésitais à poser cette question avant de regarder le film, après je me suis dit pourquoi pas. C'est une question générale sur votre façon de faire le cinéma. En fait, dans le processus de la création d'une œuvre, quand vous arrêtez, c'est-à-dire que le processus n'est plus inspiré à continuer, le processus lui-même, qu'est-ce qu'il vous amène, qu'est-ce qu'il vous aspire à continuer la création que vous avez arrêtée avant, autour de vous, par rapport aux éléments qui vous entourent pendant la production d'un film? Oui, c'est pas vrai que je suis resté pendant 30 ans sans faire du cinéma. Non? Je pense que les courts-métrages, même les installations, même les lettres vidéo avec Havas, sont films que j'aime beaucoup. Non? Mais la légende publicitaire peut dire que j'arrive au cinéma après 30 ans d'être dehors du cinéma. C'est pas vrai, non. Je me souviens d'être toujours en train de travailler. Et pour moi, j'ai un rapport en face du cinéma, un rapport existentiel. Ça veut dire que le rapport existentiel
peut comprendre aussi l'exercice professionnel, mais pas seulement l'exercice professionnel. Et mon rapport au cinéma, c'est absolument existentiel. Ça veut dire que c'est la façon de regarder le monde, de connaître mon prochain, c'est tout. Pour moi, c'est très important aussi les workshops que je donne, les ateliers que je donne, les films que je regarde. J'ai passé probablement beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à regarder des films qu'à les faire, non? Mais pour moi, c'est la totalité. On peut intégrer l'exercice professionnel, mais je crois que j'ai resté dans une certaine dimension un peu un amateur. Voilà, je crois que ça c'est le problème que j'ai eu un peu avec l'industrie, que j'ai resté très attaché à une vocation primitive, un peu à l'origine. Pour moi, l'origine, c'est fondamental. L'origine. Et cette pulsion que c'est la propre, un peu de la poésie, non? Parce que la poésie, rendre le temps de l'histoire, mais la poésie a besoin de se remonter un temps avant le temps des origines, non? Au cinéma, ça c'est... Mais dans ton film, il y a un truc bizarre, c'est que le réalisateur, il écrit des livres, Oui. mais on voit bien que pour lui, les nouvelles, c'est pas aussi bien que le roman. Parce que tout le monde lui dit, et ton roman, il dit, bon, j'écris des nouvelles. Comme si finalement, pour lui, en tant qu'écrivain, écrire des nouvelles n'était pas aussi important qu'écrire un roman. Oui, C'est le peut-être. contraire de ce que je dis. C'est vrai. Non? Il y a des choses que j'ai mis dans les personnages, évidemment, qui sont des complicités personnelles, non? Pour les amis. Quand on commence l'aventure d'un film, c'est une aventure de connaissances, non? Pour moi c'est bien d'aller au travail avec la complicité de certains amis, d'amis qui sont dans les livres, dans les films, tout ça, non? C'est des compagnons de route. C'est très beau ce que tu dis par rapport à être amateur, toujours, même si... Parce que quand on regarde le cinéma classique, quelques réalisateurs classiques, Jean Renoir était un amateur du cinéma. Orson Welles, en quelque sorte, a été aussi un amateur du cinéma. Il ne faut pas peut-être perdre ce point de vue d'amateur, amateur qui vient d'aimer. On aime le cinéma en regardant ton film aussi. Je sais pas. Est-ce qu'il y aurait une dernière question peut-être? Oui, là-bas. Sí, buenas noches y gracias por su película. Je me demandais, dans votre film, il y a beaucoup d'axes qui sont très importants et en même temps très liés, notamment l'identité, la mémoire, le nom et la conscience. Et justement, la recherche constante finalement d'essayer de faire retrouver la mémoire à un proche, c'est un désir qui est vraiment très fort du réalisateur. Le psychanalyste, lui, disait que finalement être quelqu'un, ce n'est pas seulement se souvenir, mais aussi les sentiments sont très intéressants. On parlait aussi à la fin du film, lorsque Julio,
Garbel visionne le film où il jouait, il ne se souvient pas, mais il a conscience finalement de peut-être qui il était ou finalement de l'autre, puisqu'il est devenu lui-même un autre que ce qu'il était. Il y a aussi plusieurs courants philosophiques. Par exemple, Descartes, lui, pense que on n'existe pas seulement à travers les sens, mais aussi à travers la pensée. On est conscient parce que l'on pense. Hume, un philosophe anglais, c'est totalement l'inverse. Lui, il pense que l'on existe à travers une succession d'expériences. Je voulais savoir, vous, où est-ce que vous vous placez par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un? Qu'est-ce que c'est qu'exister? O sea, a través de la memoria, a través de la identidad, del nombre, de la conciencia. ¿Qué opina usted que a través de esa película o qué piensa? Pues, voy a decirlo en español porque es difícil. Que esto pertenece al plano de un poco de la filosofía, ¿no? Yo no procuro no pensar demasiado en abstracciones, ¿no? El cine tiene esa naturaleza que nos obliga, o en su propia naturaleza está, que hace sus cuentas con lo real, con la réalité, ¿no? Moi, je ne sais pas de trop penser à l'abstraction, parce que le cinéma, dans sa propre nature, a son compte avec la réalité, raconte par elle-même la réalité. Para mí está mucho más cerca en el ejercicio que es lo propio del trabajo del pintor, que quizá de ningún otro, ¿no? Del pintor o del alfarero que hace una figura con el barro, ¿no? Sin que yo quiera dar a esto ningún tipo de grandilocuencia o énfasis, ¿no? Pero ni que tampoco busque la belleza a propósito de la pintura en la superficie de la imagen, ¿no? Porque hay toda una serie de películas que, buscando otorgar al cine cartas de nobleza artística, imitan cuadros. Para mí eso, que lo puedo justificar en una cierta época de la historia del cine, pierde el sentido. Pero es belleza la superficie. Pero muy cerca de la pulsión del pintor. Y tengo delante un modelo que está presente en la escena, que es el actor, está presente allí. Y tengo que reaccionar frente a él. Porque el pintor, y esto Alain ha escrito un texto para mí extraordinario a propósito de esta relación, comparando el trabajo del pintor con el de los realizadores. El cine se hace en presencia de los modelos, ¿no? En presencia directa. Y en ese sentido me quedo lejos de lo abstracto conceptual. Es evidente que eso llega después, pero y leo muchos textos que a propósito de mi trabajo se dedican a tejer un conjunto de filosofías, pero el trabajo de un cineasta tiene que ser muy humilde, muy cercano a las cosas de la realidad. Si bien claro que tengo ideas, pero procuro
huir de la abstracción, ¿no? En principio, de la abstracción. Un poco a la manera de los pintores, ¿no? Que, bueno, hay pintores también abstractos que se lo plantean mucho, pero estoy más cerca de los figurativos, ¿no? Traduction maintenant, traduction. En fait, je crois que je me sens plus proche de la peinture, justement, de ce que peut vraiment faire un peintre, ou alors d'un sculpteur aussi avec l'argile, avec la terre. Mais sans avoir aucune prétention, sans grandiloquence, hein, n'est-ce pas? Parce que il y a beaucoup de gens, il y a eu un moment justement aussi, ou une série de films qui cherchaient à reproduire la beauté de la peinture, mais qui restaient à la superficie, à la surface de cette beauté justement. Et il voulait faire ces films-là une sorte de lettre de noblesse du cinéma, mais il ne restait qu'à la limite de la limitation de la peinture. Et moi, mon travail, je trouve qu'en tant que réalisateur, c'est d'être très proche de celui du peintre. C'est-à-dire que le peintre, il a un modèle qui est face à lui et il va le peindre. Moi, en tant que réalisateur, j'ai un modèle en face de moi qui est un acteur. Et donc, je dois réagir par rapport à cet acteur. Je dois réagir face à lui. Alain Bergala a écrit justement un texte là-dessus qui est très très beau entre la relation entre le peintre et le réalisateur. Je pense que la présence du modèle, la présence de l'acteur est très importante. Et donc, moi, je m'éloigne de l'abstraction. Je m'éloigne de l'abstraction et du conceptuel aussi. Ça vient peut-être après, mais ce n'est pas mon but quand je commence à écrire ou à filmer. Je lis des textes à propos de cela, à propos du travail du réalisateur, et qui essaie de tisser tout un ensemble comme ça de philosophie de ce que c'est que de tourner, d'être un réalisateur. Mais moi, je crois que le réalisateur, ce qu'il doit être, c'est très humble face aux choses du réel. Et certes, j'ai des idées, mais je fuis l'abstraction. Parce que, comme les peintres, alors certes, il y a des peintres aussi qui sont conceptuels, mais je suis plus proche du peintre qui est figuratif. Voilà. Eh ben, je pense qu'on peut finir comme ça. Demain, on va continuer à parler de scénario. Michel Gastambide parlera à Cosmopolis à 21h. Mais je pense vraiment que c'est le moment de remercier énormément, d'applaudir et Alain Bergala et notre invité d'honneur, M. Victor Élite. Merci beaucoup.